Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ça fait plusieurs vidéos de suite qu'on teste des écrans pour ordinateur, c'est bien, mais c'est bien aussi d'avoir un ordinateur sur lequel brancher tous ces écrans. Alors aujourd'hui on va tester un ordinateur complet sous Windows 11 professionnel, une machine qui est équipée de 8 Go de RAM, d'un SSD de 250 Go et d'un processeur Core i5 de 8ème génération. Et le plus incroyable, c'est que tout ça tient dans cette petite boîte. Aujourd'hui, on teste un micro PC complet de chez Geekom. Qu'est-ce que ça vaut et qu'est-ce qu'on peut faire d'une telle machine? C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage de ce mini PC de chez Geekom. Alors ce mini PC s'inspire énormément du barebone Intel similaire, c'est-à-dire Core i5 de 8ème génération, mais lui, il est livré complet, le barebone de chez Intel. Il faudra rajouter vous-même de la RAM et du stockage. Ici, la RAM et le stockage sont déjà intégrés. Vous pouvez d'ailleurs mettre plus ou moins de mémoire et plus ou moins de stockage dans cette machine. Je vous montrerai bien sûr les entrailles de la bête pour vous montrer les différentes possibilités d'évolution. Et ce sont des machines quand même assez performantes, donc qui s'adressent à plus que juste du back-office type, je sais pas moi, serveur de fichiers ou serveur d'impression. Là, on est sur une bécane qui pourra faire tourner par exemple des émulateurs. On pourrait imaginer mettre ce genre de bécane dans un PinCab ou dans un, je sais pas, dans une borne d'arcade faite maison ou des trucs comme ça, et ça fonctionnerait évidemment excessivement bien puisque ce processeur est vraiment très performant. Voilà, on va procéder au déboîtage. Vous allez voir que le form factor est vraiment très similaire au barebone d'Intel, mais avec quand même quelques petites différences sympathiques. On tombe immédiatement sur le mini PC, que je vais mettre de côté ici. Ensuite, il y a une petite carte de remerciement. Voilà, c'est simplement Geekom qui vous met un petit mot pour vous dire merci d'avoir acheté, etc. Vous connaissez ça par cœur. Une petite cale de carton. Regardez ça, il y a une petite housse de transport, logoté Geekom, très sympa. Bon, bête truc en faux velours, mais c'est toujours sympa d'avoir une petite sacoche de transport. Le câble d'Alim, qui est un de ces câbles similaire à ceux qu'on trouve sur les ordinateurs portables avec un embout comme ça, là. Voilà. Le transfo, la power brick, qui évidemment est externe, vu la taille très compacte de l'ordinateur. Bientôt, on va avoir des power bricks plus grosses que les ordinateurs en eux-mêmes, si ça continue comme ça. Voilà, donc c'est du, je pense que ça doit être du 19 volts, ça, oui, c'est ça, à 4,74 ampères, c'est-à-dire 90 watts. De la visserie de rechange pour le boîtier et aussi pour le fixer à l'arrière d'un écran en VESA. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une plaque de métal ici. Vous fixez ça à l'arrière de votre écran compatible VESA et vous pouvez cacher le boîtier à l'arrière de votre écran et vous faire vous-même un ordinateur tout en un, écran plus ordinateur dans le même package. Voilà, donc ça peut être un usage intéressant aussi. Un câble HDMI. C'est pas du DisplayPort qu'ils ont mis, c'est du HDMI, pourquoi pas. Et la petite notice d'utilisation, qui est vraiment archi basique. Voilà, c'est pas bien compliqué. C'est marqué en français, mais c'est vraiment juste les entrailles de la bête, comment fixer la plaque VESA ou des trucs comme ça. Bon, c'est la base, c'est quand même pratique. C'est bien de l'avoir mis. Et voilà, on a fait le tour. Donc maintenant, on va regarder le PC de plus près. Le PC est soigneusement protégé par des petits feuillets en plastique. Enfin, c'est un feuillet qui fait tout le tour. Donc ça, c'est bien. Comme ça, vous recevez une machine nickel. Je vous rappelle que le PC est prêt à l'usage. Donc, vous n'avez plus qu'à le brancher ensuite. Il y a encore une protection sur le dessus qui est en plastique noir brillant. Un plastique qui a tendance à se rayer facilement. Donc, ils ont mis une protection pour que vous le receviez nickel. Contrairement à Intel qui a fait un dessus brillant, là, ils ont quand même mis un petit traitement mat sur le métal. Je trouve que ça fait plus chic, moi. Ça, c'est plutôt bien vu. Et il y a encore des protections sur le devant. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont bien protégé leurs produits. Ça fait plaisir. Hop. Il y a encore un truc sur le bouton Power. Voilà. Je pense que c'est tout pour les protections. Oui. Donc, à l'avant, on a quand même un certain nombre de ports, déjà. Du USB type C, ça c'est bien vu, parce qu'il y a de plus en plus d'appareils qui vont utiliser cette prise naturellement. De l'USB 3, une prise micro-casque pour les gamers. Alors c'est dommage, c'est qu'ils en aient mis qu'une, et pas les prises séparées, ou un système pour passer de l'un à l'autre.
Donc le bouton Power. Sur le côté ici, on a une fente pour mettre une carte SD. Donc c'est pas mal si vous voulez vous servir de cet appareil pour projeter des photos de vacances ou des trucs comme ça. Ici, il y a simplement une encoche Kensington anti-vol. C'est là que vous attachez votre anti-vol si vous en avez un. Et à l'arrière, on a la prise pour l'alimentation externe, du DisplayPort, mais c'est du mini DisplayPort, donc il faudra avoir un câble approprié pour se brancher ici. Ici, on a de l'Ethernet, gigabit, deux prises USB 3 supplémentaires, une prise USB type C supplémentaire, qui est d'ailleurs une prise Thunderbolt, donc vous pouvez brancher votre écran sur cette prise-là. C'est certainement vraisemblablement ce que moi je vais faire. Et ici, donc, du HDMI. Bah ouais, parce que trouver du mini DisplayPort, c'est quand même pas évident, alors que du câble Thunderbolt, bah, j'en avais de fourni avec les précédents écrans que j'avais testés, par exemple. Hein. Voilà, donc déjà une bécane très complète, mais que vous pouvez ensuite ouvrir. Hein. Pour ça, c'est pas compliqué. On vous enlevez simplement les quatre pieds ici, caoutchouteux, et vous pourrez enlever le fond de la machine. Je vous montrerai hein, de toute façon, hein, à l'issue du test, les possibilités d'évolution en l'ouvrant. Voilà, c'est pas une machine qui est fermée à toute modification, fort heureusement. Voilà, bon bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va le brancher quelque part, et puis on va un petit peu tester ses performances, et pour ça, il faut que je change de pièce. C'est parti. Alors, première chose à vérifier, est-ce que ce mini PC est capable de faire tourner le système d'exploitation de manière fluide? Ah oui, parce que, vous savez, hein, vous êtes déjà tous allés chez Tata Marcel, qui a un vieux PC sous Windows 8.0, et ça met 10 minutes pour ouvrir une fenêtre. Évidemment, là, on est sur du Windows 11 dernier cri, mais il faut qu'on ait une bonne fluidité. Là, j'ai mis un écran 4K, hein, celui qu'on a testé la dernière fois sur la chaîne, donc je vais vraiment pousser le système à fond. Et j'ai ouvert deux fenêtres, alors vous voyez, elles contiennent des images en plus. Et il n'y a aucun problème, hein, ça fonctionne nickel. On peut déplacer les images et les photos comme on veut. On peut les mettre en moite-moite. Tout fonctionne bien. Hop, voilà, tac, aucun problème. En full screen. Alors là, évidemment, c'est un disque réseau que vous voyez s'afficher. Donc les photos mettent un petit peu de temps à venir, mais ça, c'est pas la faute du PC. Non, ça marche bien, hein. Franchement, ça marche nickel. Alors justement, puisque je viens de parler du réseau, on va regarder un petit peu la vitesse du Wi-Fi sur cette bécane. Voilà, donc là j'ai tout simplement mesuré en fait le débit sortant de ma connexion vers l'extérieur. Hein. J'ai une fibre à 1 gigabit, donc c'est pas elle qui va brider, ça c'est clair. Et comme vous pouvez le voir, on arrive à une valeur de 212 MB en descendant et de 114 MB en ascendant, alors que ma box internet n'est pas dans la même pièce et qu'il y a un plancher béton même qui me sépare de cette dernière. Et le ping est à 9 millisecondes, donc ce sont des bonnes valeurs. Et ce sont des valeurs qui sont cohérentes à celles qu'on a sur une machine de la génération 8 de chez Intel. Donc ouais, c'est ce que j'aurais eu sur mon PC gamer, qui lui aussi a un Core i5 de 8e gen. Donc pour tout ce qui est serveur d'impression, serveur de fichiers, etc., cette petite bécane pourra faire le pâté sans aucun problème. Les scores Geekbench processeurs sont ceux d'un, encore une fois, Core i5 de 8e génération avec un single core qui est presque à 900 et un multicore qui dépasse un petit peu les 3200. Ce sera amplement suffisant pour tous les usages bureautiques et pour tous les usages de création, y compris le montage vidéo, sous réserve que ce ne soit pas du montage vidéo 4K par contre, hein, parce que là, clairement, il vous faudra une carte graphique pour venir épauler l'édition et l'encodage. Et ici, on n'en a pas. Hein. On est sur une machine qui n'a qu'une puce processeur avec une puce graphique intégrée. Bon, je ne vous ferai pas l'affront de lancer de la bureautique sur une machine comme ça. Évidemment que Word, Excel et PowerPoint ne poseront aucun problème à cette bécane. Ça tournera comme sur une horloge. C'est quand même un Core i5 de 8e génération. Donc on va directement passer à la création multimédia, à savoir images et vidéos. Alors vidéo, je ne vais pas vous montrer, j'ai fait ça hors caméra parce que c'est pas passionnant. Comme je m'y attendais, hein, le 1080p à 60 fps passe, mais c'est un peu juste. Et la 4K passe, mais uniquement en 30 fps, en 60 c'est même pas la peine. Et là, évidemment, ce sont des fonctionnalités que vous pourrez améliorer en rajoutant de la mémoire vive dans la machine. Mais l'absence de carte graphique rend le montage vidéo à très haute résolution ou à très haut framerate assez fastidieux de toute façon.
Pour tout ce qui est retouche photo, pas de gros problème. Là, je suis sur une image qui est en 4K, donc qui occupe quand même beaucoup de mémoire dans l'appareil. Et vous voyez, si j'essaye d'utiliser une brosse, il n'y a pas de délai, elle fonctionne de manière immédiate. Dès que je clique et que je déclique, ça se fait à grande vitesse. Si je sélectionne une grosse portion de l'image et que j'essaye de la déplacer, c'est là que le fait qu'il n'y ait que 8 Go de RAM va se ressentir. On va avoir une espèce d'artefact qui va suivre l'image. Puis dès qu'on s'immobilise, toc, ça disparaît. Un phénomène qui disparaîtra si vous passez votre quantité de RAM. Encore une fois, de 8 à 16 Go, je vous montrerai à la fin de la vidéo les possibilités d'extension de cette machine. Mais on peut néanmoins travailler quand même sur cette petite bécane de manière modérée. C'est tout à fait faisable, même sur des hautes résolutions. Et ça ira encore mieux en rajoutant de la RAM. Concernant le jeu vidéo PC, bon bah on n'est pas sur une machine gamer avec une RTX, hein, voilà, donc il faudra faire avec des jeux qui s'accommoderont de la puce graphique intégrée à ce petit Core i5, 8e gène, et finalement bah, ça ouvre déjà pas mal de perspectives, parce que là vous voyez je joue à Portal Stories Mail, j'ai mis tous les effets à fond en 1080p, et c'est fluide, regardez ça, je tourne à 60 fps constant sans problème. Alors évidemment, hein, c'est un jeu qui date d'il y a quelques années et qui fonctionne sur un moteur graphique de 2012, je crois, donc d'il y a 10 ans. Mais ça fonctionne bien. Mais alors par contre, évidemment, si je m'amuse à aller dans les options vidéo et à me mettre, je sais pas moi, en 4K, voilà, hop, évidemment, ça va être un petit peu plus compliqué. Hop, vous voyez, là, je dirais plutôt que je suis descendu à 25 frames secondes. Ça reste jouable, hein, néanmoins. Et puis bon, c'est sûr que c'est plus joli en 4K, mais voilà, quoi. C'est un jeu qui fonctionne très bien en 1080p, Portal 2 et Portal Stories. Mais voilà, sachez-le, oui, on peut jouer sur cette machine, mais il faut évidemment avoir des exigences modérées. Si vous voulez vous servir d'un PC comme ça, comme d'une base pour un projet par exemple de machine d'émulation, bah sachez qu'on s'en sortira très bien. Hein. Jusqu'à la GameCube et même la Wii, ça passe full speed, y compris en faisant de l'upscale, ce qui est quand même très cool. Et là, si je prends l'émulateur le plus complexe que j'avais sous le coude, c'est-à-dire Cemu, hein, pour émuler la Wii U, une machine qui a peu ou prou la même puissance que la Nintendo Switch, c'est là qu'on commence seulement à voir des petites limitations. Mais vous voyez, en mettant les graphismes ici en 720p, hein, c'est la résolution native d'ailleurs de la version Wii U de Breath of the Wild, bah, le jeu passe à 25 frames secondes à peu près, donc c'est jouable. Même si de temps en temps, vous voyez, il peut y avoir des petits accros le temps que les textures se chargent ou des choses comme ça. Surtout que là, en plus, je joue sur une clé USB, donc ça n'aide pas. Mais ça marche. Regardez ça. On peut jouer à des consoles comme la Wii U sans problème. C'est pas mal, hein. Franchement, le Core i5 8e gen, sans être épaulé par une carte graphique, je le rappelle, parvient à faire tourner de l'émulateur jusqu'à la Wii U. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors maintenant, je vais vous montrer... les possibilités d'évolution de cette machine. Et je vais le faire vraiment en temps réel devant vous. Vous allez voir, ça se fait hyper facilement. On peut rajouter sur cette machine un disque dur, parce que le SSD à l'intérieur fait 256 Go. Alors vous pouvez aussi mettre un SSD plus gros et enlever l'ancien, hein, mais ça vous obligera à réinstaller Windows, à refaire une install et tout. Mettre un disque dur supplémentaire sera, je pense, la solution la plus simple pour tout le monde pour rajouter du stockage. Et puis on peut aussi rajouter de la RAM. Donc là j'ai une barrette de RAM, en plus c'est exactement la même que celle qui est dedans, qui fait 8 Go. Ça va me permettre de doubler la quantité de mémoire disponible. Donc il faut, comme vous avez remarqué, hein, retirer les 4 vis qui sont ici. Ça permet d'ouvrir la partie capot ici. Alors attention, il y a une nappe qui est assez fragile et qui permet de relier le disque dur à l'ensemble. Donc on prend un disque dur, on le glisse simplement comme ça dans l'emplacement disque dur. Voilà, il y a des petits ergots, c'est normal, hein, c'est pour que le disque dur reste en place. Au connecteur qui se trouve ici.
Voilà, donc il faut forcer un peu à cause de ces fameux ergots. Toc. Et voilà, ça c'est fait. N'enlevez pas cette partie bleue ici parce qu'elle sert de dissipateur pour le SSD qui se trouve là. Voilà. Et puis pour rajouter de la RAM, tout ce qu'il faut faire, c'est prendre la RAM, la placer dans l'emplacement qui se trouve ici, pousser jusqu'à ce qu'on entende un clic. Et voilà, c'est fini. Vous avez boosté votre machine. Donc là, je viens de rajouter 1 Tera de stockage et 8 Go de RAM, très facilement. Et ensuite, je replace mon couvercle, alors dans le bon sens, parce que sinon, le dissipateur ne va plus dissiper le SSD. Voilà. Je resserre mes 4 vis. C'est de la DDR4, je précise, qu'il vous faudra. Pour le disque dur, n'importe quel disque dur SATA fera l'affaire, du moment que c'est un disque dur évidemment au format 2,5 pouces. Et voilà, le tour est joué, vous voyez, je pouvais vous le montrer en temps réel, ça se fait, hyper facile. Il n'y a plus qu'à rebrancher, la mémoire va être immédiatement détectée, ainsi que le stockage supplémentaire qui apparaîtra sous forme d'un disque dur des 2 points. Voilà, fastoche. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Et je dois vous dire que j'ai été très agréablement surpris par cette petite bécane. Et petite, c'est vraiment l'adjectif qui va le mieux lui correspondre. Cette machine est vraiment incroyablement compacte et malgré ça, restitue des performances particulièrement excellentes et même suffisantes pour se permettre d'en faire une machine de jeu certes modeste, mais quand même avec la possibilité de faire tourner des émulateurs assez chiadés et des jeux d'il y a quelques années dans des bonnes conditions, le tout dans un truc que vous pouvez facilement glisser dans sa pochette et trimballer partout. C'est quand même assez remarquable. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait beaucoup de connectiques. Par rapport au barebone de chez Intel, ils ont favorisé la diversité de la connectique, à savoir le fait qu'on ait notamment du Thunderbolt et du DisplayPort à l'arrière. C'est un truc, le DisplayPort, qui n'est pas présent, je crois, sur la machine de chez Intel. Non, franchement, c'est une super bonne machine. Au niveau ventilation, vous voyez, on voit la grille d'évacuation de l'air chaud à l'arrière. Il y a un ventilo actif dans cette machine. Quand on la pousse au maximum, ce ventilateur, on l'entend. Mais ça reste quand même discret. Et non, franchement, j'ai été très très agréablement surpris par la qualité de conception et la fiabilité d'une telle bécane. C'est une machine qui coûte entre 4 et 500 €, je crois. Hein. Alors, c'est amené à évoluer, évidemment, parce qu'en ce moment, avec les pénuries et tout, les prix ont tendance à jouer un petit peu au saut à l'élastique, mais franchement, ça rivalise sans aucun problème avec une grosse tour qui peut coûter le même prix, voire plus cher, et qui n'aura pas le côté pratique et miniature de cette machine-là. Et en plus de ça, vous l'avez vu, on peut facilement la faire évoluer, donc non, franchement, c'est du tout bon. Si vous voulez vous acheter un PC à 500 balles et que la taille est un élément déterminant pour vous, ça peut être une bonne machine, sachant qu'en plus, vous pouvez la fixer à l'arrière de votre écran pour transformer votre écran classique en un écran tout en un. Je crois que cette machine, elle a tout bon. Hein. Et bien voilà, c'était le test de ce mini PC de chez Geekom, qui en dépit de sa petite taille, est une machine hyper polyvalente qui m'a franchement beaucoup plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!